Madame, Monsieur, bonsoir. Algérie, le président Chadli doit commencer dans quelques instants son allocution télévisée. Une trentaine de morts cet après-midi à Bab el-Oued. Les usines Renault paralysées l'une après l'autre par le conflit du Mans. La régie perd plus de 4000 voitures par jour. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Hollywood sort de son chapeau une nouvelle prouesse technique, mi-film, mi-dessin animé qui a enthousiasmé les Américains. L'Algérie est-elle au bord de la guerre civile? Depuis quelques secondes, le président algérien, vous allez le voir, s'adresse en direct à la télévision, à son peuple traumatisé et endeuillé par 6 jours d'émeutes. De ce discours qui devrait commencer donc dans quelques instants à peine, de ce discours dépendent, voilà, qui commence maintenant, je cache un peu le président Chadli. De ce discours, donc, dépendent probablement la survie politique du président Chadli et aussi la capacité du régime lui-même à surmonter cette crise sanglante. Nous reviendrons donc sur le contenu du discours d'ici une vingtaine de minutes quand on en connaîtra les grandes lignes. Mais tout de suite, l'ambiance ce soir à Alger. Alger où les intégristes ont bravé les forces de l'ordre en manifestant devant le siège de la Sûreté nationale à Bab el-Oued. Il y aurait une trentaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Sur place, Jacques Merlino. La population ce soir à Alger est à la fois assommée et terrorisée. La manifestation organisée cet après-midi par les islamistes s'est terminée dans le sang. À 19h, le bilan était de 25 à 30 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un chiffre certainement en dessous de la réalité. Nous étions nous-mêmes dans cette manifestation et nous avons pu assister aux premiers affrontements. Ils se sont produits à l'entrée de Bab el-Oued devant la Direction générale de la Sûreté. À 15h20, l'armée a tiré dans la foule. À 150 mètres de nous, il y avait plusieurs cadavres sur la chaussée et la panique s'est emparée d'une grande partie de la ville. Dès 6h du soir, toutes les rues se sont vidées. Les commerçants ont baissé leur rideau de fer et c'est une ville calfeutrée qui attend le discours du président Chadli. La manifestation de cet après-midi ne rassemblait plus seulement des adolescents, mais des hommes et même des femmes, prêts à défier un régime dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Chadli Benjedid, militaire de carrière, rompt ce soir le silence qu'observait la présidence depuis le début des troubles. Maîtrise-t-il encore l'appareil militaire et administratif qu'il a installé au pouvoir en 1979, à la mort de Boumedienne, et qui a enlisé le pays dans une crise économique profonde? Philippe Gassot. Dans les premières heures de l'émeute, le président Chadli s'en remettait à l'armée, incontournable. Il en est le chef et c'est elle qui a permis son accession à la présidence. D'un côté, le général Bellouchet, de l'autre, le général Neza. Ils reçoivent et acceptent l'ordre de mater les émeutiers. Le président Chadli, ancien colonel, utilise la Constitution qui donne à la troupe le pouvoir de ramener le calme. Autre composante de la société algérienne, le FLN, le parti unique, fort de ses 7 années de guerre d'indépendance et de son million de martyrs. La dernière réunion n'inverse pas la tendance, il faut que force reste à la loi. Cette loi est représentée essentiellement par les militaires. Chadli, le modéré, pris entre le FLN, le parti et les militaires, fait donner les mitrailleuses. Le projet audacieux d'économie planifiée a depuis longtemps fait la preuve de sa faillite. Le pétrole, qui a culminé à 35 $ le baril, s'effondre à moins de 15. L'apport en devises représenté par l'or noir avoisine les 98%. Les recettes divisées par 2 entraînent des coupes sombres dans les importations de matières premières, notamment le blé, l'élément de base. Les prix flambent, il faut presque une semaine de travail pour acheter 1 kilo de viande. Les sociétés nationalisées, souvent suréquipées, sont sous-utilisées et leurs services ne sont crédités par le gouvernement qu'après des délais considérables. Les prix montent et la planche à billets tourne. Le président Chadli voit donc sa marge de manœuvre extrêmement réduite entre les socialistes dogmatiques qui représentent les durs du FLN, partisans d'une économie dirigée, de l'armée sans laquelle rien n'est possible, de la réalité d'une caisse pratiquement vide, sans oublier les quelques 200 morts ramassés sur les trottoirs des principales villes du pays. Le discours que le président Chadli prononce donc en ce moment même est suivi avec attention bien sûr dans la nombreuse communauté algérienne en France. Comment les jeunes beurs qui se sentent si proches de leurs frères algériens réagissent-ils? C'est la question que je poserai tout à l'heure en direct aux animateurs de Radio Beurre que vous voyez et qui écoutent donc en ce moment le discours.
En fin d'après-midi à Paris, des Algériens manifestaient au Trocadéro leur solidarité avec les émeutiers. 1 millier de personnes environ ont demandé l'arrêt des massacres en Algérie. Ils ont tenté d'atteindre l'ambassade. Ils ont été bloqués par les forces de l'ordre. La semaine commence en France sous le signe des conflits sociaux. D'abord à la Régie Renault, où les revendications de 250 personnes d'un atelier du Mans paralysent presque toutes les usines de montage jusqu'en Belgique. Christophe Martet. Depuis 8 jours, Michel Play est en grève, comme 250 de ses collègues de l'atelier 80, où l'on fabrique les ponts arrière des véhicules Renault. Motif, une prime de 700 francs distribuée à 25 d'entre eux pour effort exceptionnel. Pour les grévistes, une prime à la tête du client. Absolument à la tête du client, puisque les mêmes gens qui travaillent sur la chaîne, certains n'ont pas eu. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans le même atelier, dans le même secteur, certains l'ont eu et d'autres pas. D'autres pas. Bon, il paraît qu'on a sélectionné les meilleurs. Enfin, je ne vois pas du tout où viendrait la sélection des meilleurs, dans le sens où je crois qu'on est tous compétitifs. Si on n'était pas, on ne sortirait pas de voiture. Cette grève met en lumière la fragilité du système Renault basé depuis peu sur l'absence de stock. 250 grévistes ont réussi en quelques jours à bloquer la quasi-totalité de la production de voitures et plus de 20 000 personnes sont ce soir en chômage technique. Une logique pourtant rejetée par les syndicats. La liberté du travail est respectée puisque dans ce bâtiment on a des gens en grève et il y a également des gens qui travaillent. Et jusqu'à présent, ça se passe bien et on souhaite que ça continue. Mais c'est quand même l'ensemble du groupe qui est menacé par cette grève. Alors bon, bien sûr, l'ensemble du groupe, et il y a des usines qui se trouvent arrêtées actuellement, mais encore une fois, c'était pas l'optique des gens du GG, c'est pas de bloquer les autres usines du groupe, c'est de faire aboutir leurs revendications. Mais l'arrêt des autres usines, c'est une conséquence de l'action, c'est pas une volonté. Selon la direction qui a refusé la présence des caméras, il n'est pas question de revenir sur les attributions de primes. Pour l'instant, toutes les discussions se sont soldées par un échec. Au même moment, la régie annonce qu'elle perd au moins 4000 véhicules chaque jour et la grève pourrait durer jusqu'à jeudi, jour de la grande négociation salariale pour l'ensemble du groupe. Autre conflit qui dure et se durcit, celui des infirmières. Les négociations ont repris cet après-midi entre le cabinet du ministre de la Santé et les syndicats. La coordination, qui représente la base active du mouvement, devrait être reçue à son tour ce soir. Le gouvernement devrait faire de nouvelles propositions. La grève, en tout cas, a été largement suivie aujourd'hui encore à Paris, moins en province. Un autre mouvement de revendication à Paris a perturbé aujourd'hui le trafic du RER, surtout sur la ligne A. Le président Mitterrand a commenté aujourd'hui ce climat social qui s'assombrit. Accompagné du Premier ministre, il inaugurait dans les Yvelines une maison de retraite à l'occasion de la Semaine nationale des personnes âgées. Jean-Michel Mercurol. Un peu de paix, un peu de joie, mais plus de vie. Un objectif que s'est assigné la maison de retraite de Magnanville dans les Yvelines, visitée aujourd'hui par François Mitterrand. Maison ouverte sur l'extérieur où l'on convie les plus jeunes à venir communiquer avec leurs anciens, exemple de solidarité entre générations. Une occasion pour le chef de l'État d'engager le gouvernement dans un programme de transformation des hospices, une occasion aussi de réclamer la patience devant les protestations sociales qui s'élèvent ici ou là. La protestation ne vient pas de nulle part, mais la responsabilité d'un gouvernement dans lequel, je peux le dire, vous devez avoir confiance, c'est d'apporter une réponse, une solution à ces problèmes. Il ne commencera pas l'année prochaine, il a déjà commencé, mais il lui faut quelque temps, quelques années pour arriver au terme de ces efforts, sans quoi nous détruirons tous les équilibres de la France et personne au bout du compte ne profitera de ce qui aura été accompli dans de mauvaises conditions. François Mitterrand a conclu sa visite par un vibrant plaidoyer pour la sécurité sociale, dénonçant au passage les campagnes de catastrophisme visant à faire douter les Français. Le Front social clignote donc de tous côtés, puisqu'il y a aussi des menaces de grève dans l'enseignement secondaire et universitaire. Alors, quelle peut être la méthode d'un gouvernement condamné par ailleurs à poursuivre une politique de rigueur? Le président de la République vient de le rappeler. Mais écoutez, première chose, on assure à l'hôtel Matignon n'être pas surpris. 6 années d'austérité salariale, la volonté des fonctionnaires d'avoir leur part de gâteau de l'amélioration générale, plus un changement de majorité, le cocktail est explosif. Il n'empêche qu'après les gardiens de prison, les infirmières, avant peut-être les enseignants ou les douaniers, on redoute une série de réactions en chaîne d'autant plus incontrôlables
que les syndicats sont soit hors jeu, soit comme la CGT, portés à la surenchère. Et l'impression qu'a parfois donné le gouvernement de naviguer à vue n'arrange rien. Pour autant, au ministère des Finances, comme chez le Premier ministre, on jure ce soir qu'il n'est pas question de lâcher sur les salaires et d'abandonner la rigueur quand le commerce extérieur et le chômage s'aggravent. On se dit même prêt à affronter une certaine impopularité plutôt que de compromettre l'avenir. L'idée, c'est d'éviter si possible la montée au créneau, toujours dangereuse, du Premier ministre, mais d'utiliser sa méthode en désamorçant les dossiers un par un. Ouvrir des négociations sur l'organisation du travail, les plans de carrière, la formation, et quand une remise à niveau des statuts et des salaires s'impose, chez les infirmières par exemple, de l'étaler sur plusieurs années. Bref, gérer l'impatience en évitant l'exaspération, comme lors de la grande grève des cheminots de l'hiver 86. Tout cela réclamera beaucoup de doigté. Dans la fonction publique, en tout cas, les négociations salariales doivent reprendre vendredi prochain. Un sondage qui prouve que l'action économique du gouvernement est appréciée par les chefs d'entreprise. 44% d'entre eux, d'après ce sondage Sofres que publiera demain le Figaro, approuvent la politique Rocard et 45% estiment même qu'elle est efficace pour éviter les dérapages de salaire dans la fonction publique. Nouvelle agitation boursière aujourd'hui autour du groupe Bouygues. L'action a augmenté de plus de 8%. Francis Bouygues devrait annoncer demain qu'il abandonne la présidence de TF1 au profit de Patrick Lelay. En revanche, il garderait les rênes de son groupe. Y a-t-il eu un ou plusieurs coups de feu? S'agit-il de balles perdues? Le fait est que Malika, 14 ans, a été tuée samedi soir à Noisy-le-Sec et qu'un gardien de la paix interpellé hier a été entendu aujourd'hui par l'inspection générale des services. Il a tenté de se suicider tout à l'heure en garde à vue. L'enquête de Michel Maupontet. Cité de la Renardière, Noisy-le-Grand, samedi 20h. Dans le hall de cet immeuble, pour une raison inconnue, une dispute éclate entre une femme et des jeunes maghrébins. Injure raciste, première gifle. La femme promet alors aux adolescents de revenir, mais avec des hommes, des vrais. Un quart d'heure plus tard, c'est chose faite, mais ces hommes, des policiers en civil, hors service, débarquent dans la cité, armes au poing. Première balle tirée en l'air, 8 étages plus haut, Malika, 13 ans, s'effondre, mortellement touchée à la tête. Elle regardait par la fenêtre, comme tout le monde, les incidents de la rue. Mais selon les habitants de la cité, ces étranges policiers ne s'en tiennent pas là. Qu'il a tiré en l'air a touché Malika. Voilà. Déjà, et la deuxième fois, c'était sur moi, mais elle était passée sur moi. La troisième qu'il a tiré par terre. Et en plus, il a couru de là-bas, il a couru jusqu'ici avec le revolver sur deux mecs et deux gars qui sont rentrés. Ah oui, il aura couru après. Selon ces mêmes témoins, au commissariat, les choses ne semblent pas s'arranger, bien au contraire. Ils nous sortaient le journal Minute. Et ils nous disaient, regardez ce qui se passe en Algérie, retournez-y. Et nous, on disait, mais il y a une petite fille qui est morte. La police des polices a ce soir interpellé un gardien de la paix. Accident, bavure ou ratonnade, c'est ce que l'enquête tentera de déterminer. Au chapitre politique, ce soir, d'abord une exclusion. Yann Piat, député du Var, l'unique représentante du Front National à l'Assemblée, faisait preuve, semble-t-il, de trop d'indépendance aux yeux de Jean-Marie Le Pen et de ses amis. Elle ne fait donc plus partie de leur mouvement. Roland Sicard. Madame Piat. C'était au mois de juin dernier. Yann Piat pouvait sourire. Des 33 députés du Front National, elle était la seule à retrouver son fauteuil. Un Front National avec lequel elle a pourtant rapidement pris ses distances. Choquée par le calembour sur du raffour crématoire de Jean-Marie Le Pen, rejetant la consigne d'abstention au second tour des cantonales, la députée du Var se déclarait la semaine dernière favorable au projet de revenu minimum d'insertion, la goutte qui a fait déborder le vase. Sur la question du revenu minimum d'insertion, elle a pris une position tout à fait contraire à celle du mouvement sur la préférence nationale aux Français en condamnant en quelque sorte la doctrine du Front National. Après François Bachelot, après Pascal Arrigui, Yann Piat est la troisième exclue du Front National en un mois. Changement de méthode, les contestataires s'expriment. Pour eux, c'est la stratégie du mouvement qui est en cause. Je souhaitais pour le Front National une autre ouverture, une autre dimension, et je crois que depuis quelque temps, nous nous apercevons au contraire qu'il durcit le ton et qu'il réduit son message. Et je ne partageais pas du tout cette stratégie. Yann Piat qui entre résolument en dissidence. Elle votera oui au référendum sur la Nouvelle-Calédonie, présentera sa liste ailleurs pour les élections municipales. Le divorce est consommé. Un autre ralliement au référendum calédonien, celui de Jean-François Poncet, sénateur UDF et président du Conseil général de Lot-et-Garonne, qui annonce son intention de voter oui en citoyen responsable, a-t-il dit.
La réponse à faire à ce prochain référendum était au cœur de la rencontre au sommet RPR-UDF aujourd'hui. Les positions officielles ne sont pas encore annoncées, mais les réserves sont clairement exprimées. Olivier Lerner. Squelettique, la délégation UDF. Alain Madelin se présente seul, François Léotard a envoyé un mot d'excuse. En rang serré, en apparence, Jacques Chirac rejoint tranquillement le 8e bureau. Valéry Giscard d'Estaing attend. Les deux délégations se font face. Tous les présents prendront la parole, pas un mot sur les absents. Giscard n'a pas fait l'unanimité autour de lui. Le CDS est favorable au oui sans réserve. Le Parti républicain est pour un oui critique et conditionnel. Jacques Chirac est confronté au même type de problème. Pressé à sa droite par les ultras qui préconisent le non et poussé à sa gauche par les rénovateurs pour qui le oui s'impose. 2 heures de discussion n'ont pas suffi à l'opposition pour se retrouver comme un seul homme. Giscard et Jacques Chirac resteront muets. Alain Lamassoure et Alain Juppé se sont donc sacrifiés pour tenter en commun d'expliquer leur position commune. Il n'y a pas de différence entre le RPR et l'UDF et c'est ça qui est essentiel, beaucoup plus que le fait de répondre à un référendum qui est en toute hypothèse, on le voit chaque jour davantage, une opération politique montée par M. Mitterrand et par M. Rocard, totalement inutile du point de vue de la question qui est réellement posée, qui est de savoir ce que deviendra demain la Nouvelle-Calédonie. Vous aussi, M. Lamassoure, vous êtes d'accord pour dire qu'une même analyse peut aboutir à des résultats différents? Tout a été dit, à lire entre les lignes, le RPR devrait s'abstenir et l'UDF penche toujours pour le oui. Élection du socialiste Philippe Madrelle à la présidence du Conseil général de Gironde aujourd'hui, avec une majorité de 3 voix de plus que le total des sièges de gauche. Votre situation est difficile, mais elle n'est pas désespérée. Tel est le message que Jean-Paul II, conscient des difficultés économiques de la région, a adressé aujourd'hui aux Lorrains. Le souverain pontife était à Metz ce matin, à Nancy cet après-midi. Jean-Claude Darigo. Ils ont été nombreux, les Lorrains, à venir aujourd'hui accueillir le pape Jean-Paul II. Force de sécurité plus discrète, encadrement policier moins contraignant, Metz et Nancy ont répondu présents à l'invitation de leurs évêques. À ces chrétiens rassemblés, venus avec tous les problèmes humains et sociaux de leur région, chômage, difficultés d'insertion, le pape a tenu un discours ferme de retour à l'identité chrétienne. Aux membres du synode de Nancy, Jean-Paul II a donné une véritable leçon de discipline chrétienne. La vérité de Dieu ne se détermine pas sur les résultats d'un vote, d'un sondage ou d'une consultation démocratique, a-t-il dit. Elle se cherche dans la foi et dans la prière. Journée essentiellement spirituelle donc que cette deuxième étape du pape dans l'Est, retour ce soir à Strasbourg. Demain, Jean-Paul II visitera le Mont Saint-Odile, le sanctuaire alsacien qui reçoit près d'1 million de pèlerins chaque année, puis ce sera l'adresse au Parlement européen. Il se rendra ensuite dans le Haut-Rhin à Mulhouse et c'est de là qu'il s'envolera demain, salué par le Premier ministre Michel Rocard. C'est décidé et les dates, cette fois, sont fixées. Le président Mitterrand se rendra en Union soviétique à la fin novembre pour rencontrer Mikhail Gorbatchev et assister au lancement du second vol spatial franco-soviétique. L'annonce en a été faite à l'arrivée en France pour une visite officielle de 3 jours du ministre soviétique des Affaires étrangères, Georges Bortoli. Messieurs Mitterrand et Gorbatchev ne s'étaient plus rencontrés depuis 2 ans. Ce retard va être rattrapé. On en a eu confirmation après la visite que M. Shevardnadze a rendue cet après-midi au président de la République. Le ministre soviétique a indiqué qu'il y aura 2 rencontres. Les 25 et 26 novembre, M. Mitterrand verra M. Gorbatchev à Moscou au cours d'un voyage qui le mènera aussi à Baïkonour pour le départ du cosmonaute français Jean-Loup Chrétien. Et au printemps 89, M. Gorbatchev se rendra à son tour à Paris. Donc les sommets franco-soviétiques reprennent. Désarmement conventionnel, armes chimiques, Europe intégrée de 1993, messieurs Mitterrand et Gorbatchev auront d'évidence beaucoup à se dire au cours de ces 2 rendez-vous successifs. Nouvelle manifestation aujourd'hui au Monténégro. Tension à Belgrade au lendemain de l'allocution télévisée du président de la fédération. Décidément, l'unité de la Yougoslavie est à l'épreuve. Emmanuel Vanier. L'agitation s'étend en Yougoslavie. Après la Voïvodine la semaine dernière, le mouvement de protestation a atteint le Monténégro. Manifestation hier et aujourd'hui de plusieurs milliers de personnes qui exigent le départ des dirigeants de la province.
200 étudiants ont entamé une grève de la faim pour protester contre les violences policières. Hier soir, fête sans précédent depuis la mort de Tito, le président de la République, Raïf Dizdarevich, s'est adressé à la population dans une allocution télévisée et radiodiffusée. Le président demande au gouvernement des mesures d'urgence pour mettre fin à l'inflation et à la cherté de la vie. Il estime les mécontentements justifiés, mais il met en garde les manifestants. Tous les moyens constitutionnels pourraient être mis en œuvre pour maintenir l'ordre. Au moins 67 morts au Sri Lanka, dont 45 Singalais massacrés dans un petit village du nord du pays. 13 hommes, 14 femmes et 18 enfants égorgés pendant leur sommeil, sans doute par des séparatistes tamouls. Il y a un an, l'armée indienne, avec de nombreux soldats singalais, avait lancé une offensive contre les séparatistes tamouls, qui auraient ainsi décidé de marquer de façon brutale ce premier anniversaire. Triple attentat la nuit dernière au Pays Basque français, pas de victimes mais des dégâts matériels importants. Les cibles, des édifices publics à Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Hasparren. Les bombes, des engins rudimentaires, une bouteille de gaz avec un système de mise à feu commandé par un réveil. 3 attentats revendiqués cet après-midi par l'organisation clandestine dissoute Ipare-Tarak. Depuis un an, les séparatistes basques avaient peu fait parler d'eux en France. Il semble donc que l'organisation se soit restructurée malgré l'arrestation de son chef présumé Philippe Bidar en février dernier. Revenons maintenant à la crise algérienne et au discours télévisé du président Chadli. Le chef de l'État algérien, après 6 jours de silence, parle toujours depuis donc maintenant plus de 20 minutes. Alors, les grandes lignes de ce discours jusqu'ici, Pierre Serra. Écoutez, le président Chadli, comme vous le dites, n'a pas tout à fait fini de parler. Simplement, il a garanti d'abord, avec un visage ferme évidemment, et puis un visage grave surtout, que le peuple algérien se trouvait face à des choix difficiles. Il a expliqué que la situation, les causes de cette crise étaient à la fois économiques, étaient à la fois démographiques, ça on le savait. Il a expliqué aussi aux jeunes, surtout auxquels il a fait appel, qu'il fallait rester calme. Il a promis que le peuple algérien aurait à se prononcer bientôt sur des réformes en profondeur, qu'il fallait réparer les choses. Il a promis surtout que finalement il pouvait rester au pouvoir parce que le peuple algérien lui avait fait confiance et qu'il pensait que maintenant il fallait aller au bout de son devoir. Voilà ce qu'on peut dire maintenant, jusqu'à présent en tout cas. Alors tout de suite, allons rejoindre à Alger Jacques Merlino. Jacques, j'espère que la ligne téléphonique est bonne. On ne peut pas vous voir, malheureusement, on n'a pas de liaison télévisée. Alors, votre première analyse à ce discours, au début de ce discours en tout cas. Oui, Christine, je suis en train de suivre le discours du président Chadli avec un groupe de jeunes Algériens. Alors tout de suite, comme cela, à chaud et en improvisant un petit peu, 3 remarques qu'ils m'ont chargé de faire. D'abord, ils soulignent que cette intervention arrive tard, 6 jours après le début des émeutes. Il aurait été préférable, disent-ils, que le président parle plus tôt. Et jusqu'ici, chacun semble plutôt déçu par ce discours qui, effectivement, n'est pas très précis, en dehors du fait que le président Chadli vient de faire comprendre, d'une certaine manière, que certains responsables seraient limogés. La deuxième remarque est que le président Chadli fait face à un mouvement sans organisation, sans chef, sans leader. Il n'a donc personne avec qui négocier. Alors, il s'adresse au peuple. Vague. Et la troisième et dernière remarque, c'est la plus importante et la plus grave ici, car elle est formulée aussi bien par l'homme de la rue que par de hauts responsables politiques, c'est le point de savoir si l'armée ne peut pas être tentée de conserver le pouvoir. Alors, Jacques, une question précise. Il semble que l'armée, si vous m'entendez toujours, parce qu'il y avait des grincements sur la ligne, l'armée, semble-t-il, est intervenue très brutalement cet après-midi à Bab el-Oued et d'après certaines rumeurs, des unités de l'armée auraient tiré contre les soldats, appelés pour les empêcher de fraterniser avec les manifestants. Est-ce que c'est exact d'après ce que vous savez sur place? Écoutez, cela je ne peux pas en témoigner car je ne l'ai pas vu directement. Ce que je peux dire, je crois que vous l'avez diffusé en début de journal, c'est qu'effectivement la manifestation a été réprimée extrêmement violente. Nous étions sur place. L'armée a tiré à 150 mètres devant nous. Nous avons vu plusieurs personnes tuées. Cela se passait devant la direction de la Sûreté nationale, en face du lycée Abdelkader. Je n'ai pas de témoignages sur ce que vous me dites, mais je pense que c'est possible, car depuis le début des émeutes, plusieurs fois, on m'a dit que les officiers avaient du mal à se faire obéir par les soldats qui sont souvent des jeunes appelés. Jacques Merlino, merci. C'est vrai, comme on pouvait le craindre, la ligne téléphonique était parfois difficile et cette réaction à chaud un peu difficile à entendre. Alors, les réactions à Paris maintenant, les réactions à Radio Beurre.
Abdel Aïssou Mouloud Salah, bonsoir. Vous avez donc suivi en direct, vous continuez de l'écouter, j'imagine, le discours du président Chadli. Est-ce qu'à votre avis, c'est un langage que les jeunes à Alger peuvent comprendre ce soir? C'est effectivement un grand discours, mais avec un manque de précision, Christine. Si j'ai bien compris, le président Chadli a promis des réformes au niveau des institutions, au niveau de la gestion de ce pays, et n'a pas été assez précis. Si j'ai bien compris aussi, c'est que le peuple algérien, en général, à travers ces événements dramatiques, a posé une question énorme. C'est la représentation, sa représentation dans ce pays, participer à la gestion des affaires de ce pays. Mais quand le président Chadli annonce des réformes politiques et même éventuellement une réforme constitutionnelle, est-ce que cela voudrait dire la fin du parti unique? Première question. Il faudrait qu'il affûte, il précise cette question-là. Est-ce que le parti unique sera le seul parti qui sera appelé à l'avenir à se maintenir? Est-ce qu'il y aura un intéressement vis-à-vis des oppositions, vis-à-vis du droit d'association? Est-ce que le peuple algérien aura pour la première fois les moyens d'élire son président ou ses représentants? Je pense qu'à ces questions, il n'a pas été précis. Et je crois qu'il faut qu'il soit un peu plus rigoureux pour que le peuple algérien puisse peut-être retrouver sa sérénité vis-à-vis de tous ces événements dramatiques et qu'il puisse ramener les armées dans les casernes. Je crois que l'Algérie n'a pas seulement besoin de semoule et d'huile, elle a besoin aussi d'oxygène. Et il faut qu'un peuple qui a vécu ces événements puisse avoir des réponses très précises, c'est-à-dire la liberté d'association, d'expression, d'être et de ne pas paraître. Alors, au-delà de l'analyse politique donc, que vous faites assis à chaud, est-ce que les accents trouvés par le président, est-ce que son langage, son vocabulaire, son émotion éventuelle, est-ce qu'il y avait cela dans ce discours ou est-ce qu'il était aussi froid qu'il en avait l'air pour quelqu'un qui malheureusement ne comprend pas l'arabe? Je suis persuadé qu'on ne peut pas remettre en cause la sincérité du président M. Chadli Benjedid. Mais je suis persuadé aussi que ça ne suffira pas à calmer les esprits actuellement à Alger. Il faudrait des réponses plus précises et il faudrait que ça vienne très très vite et arrêter ce carnage, arrêter cette boucherie. Mouloud Salah, merci. Donc le président Chadli continue de parler. Le couvre-feu, je vous le rappelle, doit être rétabli à Alger ce soir, à 22 h en principe. Alger, donc, où il y a eu encore une trentaine de morts cet après-midi lors d'affrontements entre les intégristes et les forces de l'ordre. Changeons de registre et parlons cinéma. Aux États-Unis, il fait des ravages et rapporte des millions. C'est un lapin. Il s'appelle Roger et ses aventures vont commencer sur les écrans français à partir de mercredi. Il est né de l'imagination et aussi de la nostalgie de Spielberg et d'un réalisateur un peu fou qui rêvait de marier le cinéma, le vrai, avec de vrais acteurs, et le dessin animé avec tous ces personnages qui ne nous quittent plus depuis l'enfance. Résultat, une prouesse technique et un formidable succès commercial. Michel Pascal. Ce sont les techniciens de George Lucas qui ont mis au point pendant 5 mois les 1200 trucages du film. Relief, 3 dimensions, maquettes, voitures recouvertes de velours noir, redessinées ensuite en laboratoire, marionnettistes cachés dans les décors et un acteur, Bob Hoskins, qui joue seul face aux accessoires les plus incongrus et avec un lapin qui reste pour lui invisible. What can you say to a 2-year-old or a 4-year-old? You know, I've been working with this rabbit. You see, he's about that high when he is, and they look at me as if the old man's gone loopy. You know. Let's do it again. And action. Let's try that again. Cut. Live and breathe and walk among the three-dimensional world just like everyone else. Come here to help it. What are you Outre la perfection des effets spéciaux, Roger Rabbit permet d'admirer toutes les stars du dessin animé, les anciennes, mais aussi de nouvelles venues comme la pulpeuse Jessica.
Vous avez besoin de pain pour faire le sale boulot. Non, 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 j'aime mon mari. Vous vous trompez sur mon compte. Vous ne savez pas comme c'est dur d'être une femme qui a mon physique. Ah oui? But tell me, Eddie, is that a rabbit in your pocket or you just happen to see me? Qui veut la peau de Roger Rabbit à partir de mercredi sur vos écrans. Les pronostics de Pierre Edbresse pour le tiercé demain à Vincennes, le 17, le 15, le 19, le 20, le 11, le 7, le 10 et le 5. Voilà, à minuit, vous avez rendez-vous avec Henri Sagnier pour une nouvelle formule de notre dernier journal. Demain à 6h45 Télématin, invité des 4 vérités, le patron de l'année élu par le nouvel économiste Suspense. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain 20h.